l'éjaculation elle-même devient autre chose. Elle n'est plus une obligation, elle est un cadeau. Alors qu'avant, on ne choisit pas, c'est une décharge. On n'y peut rien. Ce n'est pas des signaux faibles pour une femme, hein. C'est des signaux extrêmement forts, parce que toutes les autres femmes l'ont repéré. Et le mec, il n'est même pas au courant. Il n'a pas vu. Quand on est un homme au XXIe siècle, c'est difficile d'avoir des repères. D'un côté, on nous dit qu'il faut montrer sa vulnérabilité, mais de l'autre, quand on montre trop sa vulnérabilité, on nous reproche de ne pas être assez un homme. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Sur quels repères baser son identité? Pour le savoir, j'ai contacté Jacques Ferber. C'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer parce que tu es une perle rare. Tu es quelqu'un qui non seulement a pu enseigner pendant 30 ans de ta vie dans l'intelligence artificielle, Absolument, oui. mais qui est aussi un spécialiste en sciences cognitives, Ouais. un fou amoureux, si j'ai compris, de la spiritualité, Absolument. de la C'est vraiment- sexualité, Ouais. des questions de tantra. Ouais. Donc on a une palette ici super riche. Et moi, je suis très content d'être avec toi. Je suis très content de pouvoir, justement, ce côté intergénérationnel, de pouvoir communiquer et peut-être transmettre quelque chose. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là. Quand Jacques nous parle de sexualité, ses yeux brillent. Parce que pour lui, c'est l'occasion de connecter à quelque chose de bien plus grand que soi. Quelque chose qui nous dépasse à deux. Il le voit ça sous l'angle du tantra. Il a notamment écrit un formidable bouquin que je vous recommande à tous, qui s'appelle L'amant tantrique. Aujourd'hui, dans cet entretien d'homme à homme, on va parler de multi-orgasme. C'est tellement bon, c'est tellement puissant que ça change le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai envie d'avoir mon petit orgasme, à l'intérieur de la tête, l'esprit change. On se dit en fait, c'est plus ça qui devient intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette extase. Mais aussi de connexion à soi. Est-ce que tu sens quelque chose qui a changé? C'est simple, hein, on est connecté. Une impression de « je te vois Je te vois. Comme dans Avatar. ». Ouais. Je te vois. Des rapports homme-femme et des différentes peurs que peuvent éprouver un homme à l'égard de femmes qu'il trouve sublimes. T'embête pas qu'on aille peut-être au restaurant aussi, s'il te plaît? C'est-à-dire des hommes qui ont peur de tout et n'osent pas s'affirmer. Ils ont peur de leur propre virilité. De massage sensuel, de danse, de connexion. Et enfin, fort de ses plus de 30 ans d'expérience en la matière, Jacques va nous parler de séduction avec le prisme du tantra, notamment en nous parlant du toucher qui séduit vraiment les femmes. C'est ça le problème, c'est qu'elle a très envie d'être touchée. Les femmes sont très sensibles au toucher. Elles ne désirent qu'une chose, c'est d'être bien touchées. Mais bien touchées, pas touchées n'importe comment. De l'attitude gagnante à avoir et de la profonde différence entre être dans sa puissance et être violent. Vous avez le droit d'être des hommes. Vous avez le droit d'avoir un pénis. Vous avez le droit d'avoir des érections. Vous avez le droit de désirer la femme. C'est un droit, mais waouh! Là, vous n'avez pas le droit. C'est de violenter une femme. C'est autre chose. Elle a le droit de désirer. Elle dit, c'est qu'il a l'énergie de pouvoir nous plaquer contre le mur. Tu sais comment on voit dans les films, mais là, il la plaque sur le mur. Mais il ne le fait pas. Mais il a l'énergie de pouvoir le faire. Et ça, c'est hyper excitant. Il pourrait le faire, et en même temps, elle se sent à un autre endroit en sécurité. C'était un entretien qui promet, j'en dis pas plus, on voit ça tout de suite. Le multi-orgasme, c'est quelque chose qui intéresse énormément d'hommes, il y a Ouais, tu beaucoup de penses. fantasmes autour, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, on arrive à se séparer de son éjaculation, de son Ouais. orgasme, tout ça. Ouais. Comment est-ce que tu arriverais à le décrire, et puis c'est quoi le chemin pour quelqu'un qui Ouais. souhaite connaître des orgasmes Multiple. multiples? Alors, c'est quand on rentre dans ce champ-là, il y a plein de petites choses différentes. Donc, je vais essayer de l'analyser. D'abord, la première des choses, c'est que l'expérience commune que nous avons de notre sexualité d'homme est extrêmement limitée par rapport à l'ensemble des possibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les mecs qui écoutent là,
c'est que les femmes, on a l'impression qu'elles, parfois, pas toutes, hein, mais ont des orgasmes bien différents des nôtres. Certaines, elles ont un orgasme comme nous, un orgasme explosif, puis après c'est terminé, il n'y a plus personne. Puis il y en a d'autres, ça part, ces trucs, puis c'est l'impression que ça revient, et c'est grand, ça dure longtemps. Bon, quand même, c'est bizarre. Moi, c'est pas ça qui se passe à l'intérieur, quoi. Ouais, j'ai un orgasme, mais après, bon, voilà, ça baisse un peu d'intensité. Et tout ce chemin nous amène à vivre des choses qui sont beaucoup plus proches des femmes que ce qu'on vit que l'homme standard, tu vois. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre palette orgasmique. Pour moi, ma vision, c'est que quand on est dans le désir, juste avant l'orgasme, mais juste avant, vous savez, quand tu as le désir, la tension, tu vois, ça monte, là, et là, si on a un peu de conscience, parce qu'en général, on n'a plus beaucoup à ce moment-là, mais quelquefois, on peut en avoir encore, mais on se dit, mais putain, ça va être explosé, mais ça va déchirer l'orgasme, il y a une sorte de promesse. Nirvana. Nirvana. Et moi, j'ai toujours l'impression que c'est, tu sais, quand il y a des grands feux d'artifice, et puis il y a des spectacles de pyrotechnie. Et là, il y a un festival de pyrotechnie, et là, c'est la promesse. Un grand festival de pyrotechnie, ça va être dantesque. Et puis, ce qui sort, tu vas au festival, tu t'y vas, et puis tu as un petit feu d'artifice de commune tout à fait minable, tu as 4-5 fusées en l'air. Ouais, c'est bien, ouais, on appelle ça un petit feu d'artifice. Ouais, c'est bien. En fait, ça n'a pas l'intensité de la promesse. Et je crois que la biologie, la vie a mis ça en nous pour qu'on y aille vraiment. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas ce désir intense, peut-être qu'on ne serait pas là pour en parler. Hein, tous nos ancêtres se sont reproduits, hein, les tiens comme les miens. Et donc ça veut dire qu'il y a eu du désir, il y a eu de l'envie, il y a eu... Si on avait eu que des... Tu vois, imagine... Tu vois, les hommes de Cro-Magnon, oh putain, ça fait chier, il va encore falloir baiser. La flemme. J'ai la flemme, non. Voilà. Bah ceux-là, ils ne sont pas reproduits. Les autres, donc on est issu de personnes qui avaient du désir, ou en tout cas l'évolution a fait en sorte que ce désir soit intense en nous pour qu'on puisse se reproduire. Sauf que moi j'ai l'impression qu'il ne correspond pas à la promesse initiale de ce qu'il y a dedans. Et là, il y a un truc assez incroyable, c'est qu'on est câblé, et il y a une différence dans notre câblage entre l'éjaculation et l'orgasme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, c'est une sorte de réflexe, l'éjaculation, qui arrive à un moment donné, juste après l'orgasme. L'orgasme, c'est un phénomène dans le cerveau, enfin, c'est le cerveau qui est... Et là, c'est un feu d'artifice. Hein. Quand on fait des imageries cérébrales, c'est pouf, ça commence à s'éclairer un peu partout. Et après, mais pas beaucoup après, hein, tu as le nerf qui descend, il dit maintenant, il faut activer la pompe. Donc, tu as l'influx nerveux et pouf, ça envoie une pompe. Donc, avec juste avant, tu as le sperme qui sort des testicules, ça monte voilà, dans le canal déférent. Et ensuite, tu as la pompe qui va envoyer et qu'on sent comme une pompe. Et dans les techniques de rétention d'éjaculation, eh bien, il n'y a pas de déclenchement de la pompe. Il peut y avoir sa premier passage, mais pas le deuxième. Et bizarrement, il y a plein de choses qui, de ce fait, ne sont pas automatiquement produites dans notre corps. C'est-à-dire, juste après, il y a la prolactine, il y a la testostérone qui descend, il y a plein d'hormones qui vont faire qu'on va faire... En fait, l'évolution a dit, oh, maintenant, on n'a plus besoin de toi, c'est fait, il y a peut-être des bébés qui sont en route, tu peux te reposer. Donc toute cette énergie, on le met de côté. Et s'il n'y a pas la pompe, il n'y a pas la sensation d'une perte d'énergie vitale. C'est quand même fou, quoi. Et
Euh, et donc après, il y a des techniques évidemment pour jouer avec ça. Alors, des techniques musculaires. Tu sais, on serre le périnée, on parle du kettle, on serre, voilà, on serre le périnée. Puis il y a beaucoup de techniques respiratoires pour diffuser cette énergie et éviter d'avoir mal aux testicules d'ailleurs. Parce qu'il y a des mecs comme ça qui ils font bien de la rétention, mais après, ils sont là parce qu'ils n'ont pas diffusé l'énergie. Et donc, il y a plein de techniques qui vont nous ouvrir à ça. Donc, premier temps, normalement, l'homme, le mec normalement constitué, déjà, ça, ça résout pas mal de problèmes d'éjaculation précoce. On reviendra certainement sur ce sujet. Ça fait durer plus longtemps. Et, et ça ouvre, on dit, à plusieurs orgasmes. Donc, par exemple, tu peux avoir un orgasme, parce que tu as eu un orgasme. Alors, au début, c'est pas aussi évident que ça, il faut quand même pratiquer, hein. C'est comme tout, ça se pratique, quoi. Dès les premières fois, on commence à sentir des petits trucs, mais c'est vraiment à la longue qu'on passe. Après, on sait comment, le bon moment où il faut contracter les muscles pour empêcher le déclenchement de la pompe. Donc, tu as tout ça. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5 orgasmes. Et tu peux continuer. Et ça se sent à quel niveau du coup, Là c'est vraiment des orgasmes normaux. D'accord. Des orgasmes normaux. Mais quand tu appliques bien les techniques de diffusion, c'est plus un orgasme normal que tu as, c'est un orgasme dans tout le corps. Et là, ça devient un orgasme énergétique. Et cet orgasme énergétique, il emplit tout le corps. Et après, on se sent différent de ce qu'on était avant. On se sent plus énergétisé, plus d'énergie. Alors, quand tu baises, après, on est KO. Alors, quand on est jeune, ça va. Mais avec l'âge, ça ne fait qu'empirer, si tu veux, cette difficulté. L'endormissement. Je me souviens à 20 ans, quand je faisais la bourre, j'éjaculais, je serrais un peu les dents parce qu'il y a une phase juste après l'éjaculation. Il y a une phase qu'on appelle phase réfractaire qui est un peu douloureuse, hypersensible, je sais pas, enfin, il y en a certainement, hein, vous devez sentir ça. Tout le monde ne le sent pas, donc c'est pour ça, c'est un peu différent. Moi, je la sentais. Je suis pas jeune, mais j'étais jeune, donc la testostérone, elle est comme ça, mon sexe était encore dur, donc il baisse un peu, mais bon, je passais en force, j'allais dire. Et puis et puis je pouvais avoir une deuxième, puis pas plus, hein. Et moi, j'étais content. Sauf que, une fois que j'avais eu cette première éjaculation, ce premier orgasme, la qualité n'est pas la même. Elle n'est pas, c'est pas aussi fin. Il y a pas autant de désir, il n'y a pas autant de plaisir. Il y a, ouais, c'est bon, mais il y a un côté un peu, voilà, c'était pas aussi fort. Alors que cette autre enfin, le fait de diffuser l'énergie sexuelle fait entrer dans un état extatique. C'est pas uniquement orgasmique, c'est orgasmique plus extatique. Et là, c'est tellement bon, c'est tellement puissant que ça change le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai envie d'avoir mon petit orgasme, à l'intérieur de la tête, l'esprit change. On se dit en fait, c'est plus ça qui devient intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette extase. Et il s'avère aussi que quand on rentre dans cet espace extatique et qu'on se regarde la femme, qu'on est en connexion avec la femme, elle aussi est plus facilement dans cet espace que nous. Elle est plus naturellement extatique, pas toutes les femmes, mais elle est plus naturellement extatique que nous. Donc on se connecte à un niveau beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc pour moi, le multi-orgasme, au début on fait ça pour, voilà, un petit peu, tu vois, un peu rouler On va pas se mentir. durer un peu plus longtemps, un peu plus de performance, on va voir les nanas, vous allez voir les belles. Mais en fait, ça ouvre à autre chose. Ça ouvre à une nouvelle sexualité. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même un truc de ouf. Parce que moi, c'est à 45 ans que j'ai découvert ça. J'avais eu des enfants, hein. J'avais eu déjà une vie sexuelle bien remplie. Et je ne connaissais pas ça.
Donc ça a été vraiment une découverte. Et c'est une ouverture en disant, ah, donc si on peut le découvrir un peu plus tôt, je pense que ça vaut le coup, quoi. Ouais, à 30 ans, sans en faire un objectif absolu. Il ne s'agit pas de ne plus jamais éjaculer, comme, tu vois, c'est pas ça. Surtout que c'est, quand on est jeune, on y a besoin, tu vois. Moi, à mon âge, ça ne sert plus à rien, une fois tous les ans, c'est bien. C'est Comme ce le que, préconise la médecine ouais, chinoise. c'est ce que préconise la médecine chinoise. Je trouve qu'elle a vraiment raison là-dessus. Mais quand tu es jeune, voilà, quand c'est fort, et qu'il y a vraiment là, et puis que ça monte, que quand on commence à vouloir se taper la tête contre un mur, de dire putain, il faut que. Bon, bah voilà, c'est bien aussi de satisfaire soi-même, tu vois. Parce que tout ça, quand je dis satisfaire soi-même, ce qu'on appelle se masturber, dans le tantra, on dit plus se masturber au bout d'un moment, parce qu'on dit on s'honore soi-même, s'honorer. Et c'est avoir une sexualité avec soi-même. C'est pas la branlette, tu vois, qui est un peu devant le porno, comme un truc comme ça qui est un peu. C'est prendre le temps de s'honorer, prendre du temps avec soi. Et à ce moment-là, pratiquer comme si on faisait l'amour avec une femme ou avec un homme, hein, comme si on faisait l'amour avec une partenaire. Et, mais la partenaire, c'est nous, quoi. Pour aller à la rencontre de notre propre plaisir qu'on peut se donner à soi-même, mais d'une manière beaucoup plus sensuelle, tu vois, en se caressant, en se donnant du plaisir, en s'ouvrant à cette autre sexualité. Et c'est ça que le tantra amène, c'est cette ouverture au travers de la sexualité, pas que, hein, il n'y a pas que de la sexualité dans le tantra, mais entre autres, au travers de la sexualité, à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Et à un nouveau rapport à notre corps, un nouveau rapport avec l'autre, une nouvelle connexion, une nouvelle vision de sa partenaire. Parce que tout simplement, le premier jour, on a juste voulu avoir plus de performance et durer plus longtemps. Et c'est ça que je trouve assez, pour moi, génial, l'approche tantrique dans le multi-orgasme. C'est la découverte de quelque chose de encore plus prodigieux que ce que l'on peut imaginer. Et le mieux dans tout ça, et là je m'adresse aux hommes, je m'adresse à toi, je m'adresse à tous les hommes, c'est que quand l'homme rentre dans cet espace, il va être beaucoup plus attentionné vis-à-vis de sa compagne, de sa partenaire. Il va être plus lent. Parce qu'en général, on va dans la lenteur. Parce que si je fais cette vitesse, ça va être beaucoup plus difficile de retenir, de passer dans le multi-orgasme. Donc on va aller beaucoup plus dans la lenteur. Et la femme va adorer. Et elle va ouvrir des yeux comme ça. Et elle va découvrir des choses merveilleuses. C'est-à-dire qu'on devient un bien meilleur amant. Tout simplement parce qu'au début, on voulait juste de la performance, mais c'est la découverte d'autres choses qui nous amène tellement de choses prodigieuses. Donc, être un meilleur amant, gérer nos problèmes sexuels, durer plus longtemps, ouvrir au multi-orgasme, ouvrir à l'extase, changer notre sexualité pour avoir plus d'énergie après avoir fait l'amour qu'avant. Bizarre ça. En général, tu vois, c'est pas courant d'avoir plus d'énergie. Donc c'est tout ça que cela va produire, simplement à partir d'un petit changement au départ, qui est juste la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. Pour moi, c'était une découverte, mais c'est une découverte monumentale. Je vois à chaque fois les conséquences possibles. C'est le premier moment où l'homme, et là le masculin, l'homme du masculin, quoi, transforme quelque chose de très biologique en soi. C'est hyper biologique, c'est basique, l'éjaculation et l'orgasme. Et là, on sépare les deux. Pouf, par juste une pratique. Et on transcende, on transmute cette énergie sexuelle. Et les femmes le disent, les hommes qui pratiquent ce genre de choses ont une vibration différente. Moi, je ne sais pas, mais c'est ce que disent beaucoup de femmes. Quand elles connaissent des amants tantriques ou des gens qui pratiquent ce genre de choses, elles disent, l'homme, il n'est plus dans l'attente de vouloir prendre la femme, il prend son temps, il est cool, il s'en fout. Parce que si c'est pas un problème d'avoir un orgasme,
tu peux en avoir autant que tu veux. Tu peux l'arrêter. Tu peux reprendre. Bah, c'est plus un enjeu. Et peu comme c'est plus un enjeu pour soi, on arrête de vouloir que ce soit un enjeu pour la femme. Parce que l'homme, il aime bien aussi faire jouir sa partenaire. Hein, c'est important, tu vois, je les fais jouir. Et les femmes, des fois, elles sentent une sorte de pression, il faudrait que je jouisse. Il y en a, d'abord, c'est bien de jouir, mais comme si elles étaient obligées, elles aussi, à jouir. Mais qui s'en fout, on est dans le même espace, un espace où on s'en fout. On jouit pas, on a les orgasmes, on n'a pas l'orgasme. Et on peut durer longtemps. Et quand tu dures longtemps, bah, tu joues, tu t'amuses, t'es pas juste gna limé comme on voit dans les trucs de porno, quoi. Tu vois, on sort complètement de cet espace classique de la sexualité pour entrer dans une sexualité nouvelle, dégagée presque d'obligations ou de conditionnements sociaux, mais conditionnements biologiques. On sort des conditionnements. Donc pour moi, c'est juste prodigieux. Ouais, c'est super parce que moi, je me suis vachement intéressé depuis ces derniers mois à ma sexualité sur le plan tantrique. Et je me rends compte que mon cheminement sexuel de vouloir prendre le dessus sur mon réflexe d'éjaculation, ça m'a petit à petit mené vers des états de transe qui sont fantastiques. Et ouais, donc du coup, je voulais rebondir sur parce que tu parlais de la femme qui aime quand on va tout de suite plus lentement. Et ça, c'est vrai, j'en ai fait l'expérience à maintes reprises. Mais par contre, un des trucs auxquels beaucoup d'hommes avec qui je discute sont confrontés, et j'ai fait un sondage récemment, c'est qu'ils ont en face d'eux des femmes qui veulent que ça aille vite, quoi. Déjà, est-ce que biologiquement, toutes les femmes veulent que ça aille plus lentement? Et puis, si c'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont dans la vitesse, quoi? Alors pour moi, il y a plein de raisons. D'abord, il y a un conditionnement social très particulier en ce moment, et je pense que je parle du porno, mais le porno a un rôle considérable. C'est que les hommes, les jeunes hommes et les jeunes femmes, même celles qui ne voient pas le porno, bizarrement, sont conditionnés par le porno. Pourquoi? Parce que tous les mecs regardent le porno à un moment donné ou à un autre. Hein. Celui qui ne l'a pas fait, voilà, qui jette la première paire. Quoi. Il est suspicieux. Il est suspicieux. Moi, je me pose des questions trop le bizarre. Beaucoup de femmes ont regardé, mais des femmes ont regardé pour leur plaisir, mais beaucoup de femmes ont regardé aussi pour savoir comment faire. En disant, tiens, comment on fait une fellation, comment on doit se comporter. Donc, elles cherchent à imiter. Et beaucoup de femmes cherchent à satisfaire leur homme. C'est-à-dire qu'elles échangent, il y a beaucoup de femmes, pas toutes, hein, heureusement, mais beaucoup de femmes qui échangent plaisir et amour. C'est-à-dire qu'elles disent, ok, je me conforme à ce que je pense que tu voudrais, mais en revanche, je veux que tu m'aimes. Donc, dans cet échange, il y a une grosse projection féminine, ça c'est le conditionnement social, sur l'idée qu'elle a du plaisir que doit avoir l'homme. Donc, je vais à toute vitesse parce que les hommes sont rapides. Et de ce fait, je vais essayer de trouver les techniques les plus rapides. Et les techniques les plus rapides sont l'excitation clitoridienne du bouton du clitoris. Hein. Le clitoris, maintenant, on sait que c'est un organe assez grand. Un orgasme. C'est un organe assez grand. Ah, oui, tout est orgasme. C'est un organe assez grand. Mais là, quand je vais parler du orgasme clitoridien, c'est vraiment le bouton du clitoris. Maintenant, toutes les femmes se sont masturbées, elles savent où se trouve leur clitoris, et donc il n'y a plus de tabou par rapport à ça, donc elles savent se donner du plaisir clitoridien rapidement. Mais en fait, pour les femmes aussi, maintenant, il y a à découvrir toutes les autres zones de leur vagin, toutes les autres zones de plaisir, et qui intègrent évidemment le vagin, mais qui intègrent aussi le cœur, qui intègrent la connexion à l'homme et tout ça. C'est comme si elles avaient, certaines femmes, c'est comme si elles avaient oublié leur féminité. Et à ce moment-là, elles se comportent comme des mecs. Elles sont devenues très masculines, d'ailleurs en général, et ça peut être intéressant, elles ont un orgasme. La plupart ont un orgasme clitoridien, assez explosif, en plus c'est bien parce que l'orgasme clitoridien, c'est celui qui fait le plus de bruit. C'est celui qui est explosif, mais la femme,
C'est souvent un orgasme clitoridien. Alors que les orgasmes plus profonds, qui quelquefois mettent en jeu le clitoris, hein, le clitoris fait partie de l'histoire, et souvent les autres parties du clitoris qu'on voit moins, les racines, voilà, et qui intègrent tout, ça peut être avec pénétration, ça peut être sans pénétration, ça peut être avec un doigt, il y a plein de techniques, ça peut être un massage, ça peut être plein de choses, et elles ont à ce moment-là des orgasmes plus doux, plus pleins, plus comme ça. Et ça se rapproche de cette extase dont je parlais tout à l'heure pour l'homme. Tu vois, c'est là, à ce moment-là, on se rejoint. Donc, on se rejoint en des orgasmes rapides, clitoridiens, et puis des orgasmes lents, extatiques, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et je pense que les jeunes femmes ont presque à réouvrir, à réapprendre. Un peu comme les mecs ont à apprendre, ben, elles ont à apprendre aussi toute cette possibilité qu'elles ont à l'intérieur d'elles d'extase et d'orgasme, mais qui est de l'ordre du féminin. C'est-à-dire que il y a un côté homme-femme, très bien, puis alors on a des organes différents, mais quand même, il y a des points communs, hein, mais ils sont quand même différents. Et puis il y a le masculin et le féminin. L'orgasme rapide, explosif, c'est un orgasme, on va dire, masculin. Pour utiliser les termes chinois, on dirait yang. Et inversement, l'orgasme qui ouvre comme ça, doux, qui emplit, c'est plus un orgasme féminin, yin. Donc, il faut bien différencier ce qui est de l'homme et de la femme et ce qui est du masculin et du féminin. Donc, il y a un masculin chez l'homme, mais il y a aussi un masculin chez la femme. Il y a un féminin chez la femme, évidemment, et il y a aussi un féminin chez l'homme. Et en fait, c'est s'ouvrir au féminin. Et c'est le féminin qui est lent. Le masculin est toujours rapide. Donc, à l'ancienne, les mecs à l'ancienne, avec beaucoup de masculins, bah, ils ont tendance à aller rapidement. Et maintenant, comme il y a de plus en plus de féminin chez l'homme, eh bien, ils s'ouvrent à leur propre féminin. Et puis les femmes, au contraire, elles ont gagné leur masculin, si j'ose dire, pour des tas de raisons, mais elles deviennent rapides. Et elles ont à s'ouvrir, elles aussi, à d'autres possibilités extatiques, qui est celle du féminin. Et quand une femme a re-rencontré ça, elle veut ça, quoi. Une fois qu'on a connu ça, c'est ça qu'on veut. De temps en temps, hein, on peut mettre les quickies, les trucs, petites machins. C'est pas mon discours qui ne soit surtout pas interprété à on doit se comporter comme ça. C'est plutôt on peut se comporter comme ça. On peut découvrir autre chose. J'ai rien contre l'éjaculation masculine. Rien. Mais évidemment, dans la pratique, pour découvrir l'orgasme sans éjaculation, ben, pendant un certain temps, il faudra quand même essayer de l'éviter. Juste, mais pour acquérir. Et après, l'éjaculation elle-même devient autre chose. Elle n'est plus une obligation. Elle est un cadeau. On choisit d'éjaculer ou pas. Alors qu'avant, on ne choisit pas, c'est une décharge. On n'y peut rien. Ça se fait. Alors que là, tu choisis le moment où tu décides d'éjaculer. Bah, moi, je trouve que c'est beau, tu vois. C'est un cadeau qu'on se fait à deux. Mais la femme, il faut qu'elle apprenne tout ça aussi, parce qu'elle imagine que le mec, s'il n'a pas éjaculé, alors il n'a pas eu de plaisir. Donc il y a un apprentissage de l'homme, bien entendu, par rapport à toutes ces techniques, mais de la femme aussi. Ouais, c'est quelque chose qui me passionne aussi, surtout en ce moment. Et du coup, ça m'interroge sur où est-ce que tu mets la part du sacré, de la spiritualité dans un échange amoureux. Il est où le sacré? Au moment où on se connecte à l'autre. Au moment où on se connecte. Je te propose quelque chose. On ne va pas avoir de sexualité. Puisqu'on est tous les deux hétéros. Donc on n'a pas. Mais je te propose quelque chose juste. Je vais faire un truc. Même à distance. On va se saluer comme ça. Voilà. Je te salue. On se regarde dans les yeux. Et je vais te dire, je salue le divin qui est en toi. Je salue le divin qui est en toi. Ouais. Est-ce que tu sens quelque chose qui a changé? C'est simple, hein, on est connecté. Une impression de « je te vois ». Je te vois. Comme dans Avatar. Ouais. Je te vois. Eh bien ça, quand en plus il y a un homme et une femme
et qu'il y a du désir, la connexion va ouvrir un espace sacré. Et cet espace sacré, ça veut dire que ton corps, alors, comme si, je parle à la femme, hein, le corps de la femme est un temple sacré. Mon corps est un temple sacré, attention, hein. Notre corps c'est sacré. Et le corps de la femme est un temple sacré. Et encore plus on arrive près de son sexe, plus il est sacré. Et son sexe est un temple, vraiment. Tu vois, alors je dis le corps est un temple sacré, disons le corps est sacré. Mais en tantra, on ne dit pas le vagin, la vulve, tout ça, on dit la yoni. C'est un mot sanskrit qui veut dire, yoni veut dire le sexe de la femme, la vulve. Mais en disant yoni, on a enlevé toutes les utérus, vagins, chatte, machin, con, etc. Tout ça on a éliminé. On reconnaît et on honore la yoni. Et on l'honore comme un temple. Et on l'honore comme une grotte, parce qu'à l'intérieur, une femme, c'est une grotte. Tu vois, ça s'ouvre. Et je vous invite, les hommes, un jour, mais dans un moment particulier, si vous avez l'occasion de pouvoir faire un massage de cette grotte. Et je dis bien un massage, c'est-à-dire pas chercher à l'exciter, mais un jour avec votre doigt, si elle est OK, si elle-même c'est vraiment OK, si elle est en connexion avec vous, si elle vous aime, sinon ça ne marche pas. Avec votre doigt, d'aller à la rencontre de cette grotte. Mais pas pour lui donner du plaisir, pour aller rencontrer la grotte sacrée, avec un doigt qui veut rien, et qui ne cherche même pas à masser, qui cherche rien, qui juste explore un tout petit peu de manière très légère, parce que les sensations sont fortes. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans quelque chose qui est vivant. Moi, j'ai une image, en plus, qui me vient chaque fois que, pour des raisons ou pour une autre, j'ai fait ça. J'ai l'impression de rentrer dans un temple vivant. Parce que le vagin, tu vois, c'est un tuyau au départ, tu vois, on a l'impression que c'est une ouverture, un boyau, quoi. Sauf que juste derrière l'entrée du vagin, juste derrière, là, on va dire l'entrée du vagin, le vagin, quand la femme est excitée, il gonfle. Là, ça devient comme une montagne, tu vois, il y a le truc, puis ça grandit à l'intérieur. Et ça fait comme une caverne, quoi, comme une grotte, une caverne. Et si en plus on imagine que c'est sacré, c'est quand même, attendez, c'est là que ça a commencé toute l'histoire. On est passé par là dans l'autre sens. Hein. Là, c'est quand même le lieu où notre sperme est venu en communion, en union avec l'ovule, pour ensuite donner lieu à un bébé. Et on est issu de ça, tu vois, c'est quand même une opération méchamment alchimique. Hein. C'est un truc, c'est fou, quoi. Et donc cet espace-là, et au sommet qui descend, il y a le col de l'utérus qui descend, comme un stalactite. Tu vois dans les grottes, il y a des stalactites. Ben là, il y a un stalactite. Mais et ça fait comme un autel inversé. Tu vois, l'autel, normalement, on est comme ça, puis on fait... Mais il y a un inversé. Et c'est une zone ultra sensible pour les femmes, si c'est fait dans de bonnes conditions, et là, il faut être lent. Là, tu ne peux pas être rapide. Là. Les femmes, quand elles vont chez le gynéco, il y a un toucher vaginal, machin, c'est rapide, elles se sentent presque agressées à l'intérieur. Donc là, quand toutes les conditions sont remplies, quand tout est truc, etc., quand l'homme est dans le cœur et en amour, et qu'ils ont mis le temps pour qu'elle soit prête et que ce soit OK, à ce moment-là, si avec le doigt, on vient caresser doucement, sans chercher à exciter, mais juste le caresser, le col de l'utérus quand il descend, il y a une zone à cet endroit-là qui est hyper sensible. Et juste de toucher légèrement, sans chercher des trucs particuliers, la femme peut avoir des sensations. Alors c'est différent pour chaque femme est différente. Hein. Ça, là-dessus, toute femme est différente. Donc ce que vous savez d'une femme est différent pour une autre. Mais globalement, ça peut être des endroits
hypersensibles et qui donnent des orgasmes pas du tout explosifs, mais des orgasmes où la femme reste comme ça pendant des minutes, des dizaines de minutes, elle ne s'arrêtera jamais. C'est parce que c'est un espace où il n'y a pas le côté explosif et ça redescend. C'est ah. Et elle peut avoir des expériences mystiques juste avec ça. Donc c'est quand même, ça change le rapport à l'autre, tu vois. Parce que quand tu as été là, quand tu as reconnu le caractère hyper sacré, le côté, le saint des saints, tu vois, on arrive, tu as l'extérieur, tu vois, tu as les lèvres, c'est fin. Ensuite, tu as la zone, il y a une zone qu'on appelle le vestibule, qui est très sensible chez une femme, qui est doux. Et si on touche légèrement, il faut y aller lentement, tu vois, pour qu'elle le sente et tout. Là, il peut y avoir un grand plaisir. Et puis ensuite, à l'intérieur, la pénétration. Ça peut être ça peut être le sexe, mais le doigt, c'est ça, tu vois. Là, on rentre dans, je reconnais complètement l'autre à cet endroit-là. Et là, je parle pour un homme. Parce que pour la femme, elle va sentir autre chose qu'est la connexion du cœur. C'est-à-dire la reconnaissance que, comme l'homme vénère cette femme, adore cette femme, elle-même va vénérer et adorer l'homme. Et elle va adorer cet homme comme un Dieu vivant. Et elle va le câliner, adorer. Et en particulier, le sexe de l'homme va être adoré. Mais pas adoré au sens, je vais me masturber comme ça. Elle va le déguster, elle va lui donner quelque chose. Et une fellation qui est donnée par une femme dans cet état d'amour, de reconnaissance, parce qu'il faut qu'elle soit honorée des deux côtés, sinon ça ne marche pas. Hein. Ça ne peut pas être comme ça à la va-vite. Là, il faut, c'est du temps, c'est vraiment, le cœur doit être là. À ce moment-là, elle donne à l'homme, elle honore l'homme, et l'homme est touché, parce que je dis l'homme, j'ai posé des questions, il n'y a pas que moi, j'ai posé des questions à plein de tantrika là-dessus. Cette fellation-là est au-delà du plaisir de stimulation, car ça vient nous toucher dans notre cœur, ça vient nous toucher d'être reconnu. Et c'est pas juste de l'excitation, c'est autre chose qui se passe, c'est un niveau plus profond. Évidemment, on peut faire la même chose avec la caresse vers la femme, le cuni avec la femme, qui n'est même pas excitatoire. On ne cherche même pas à exciter la femme. Elle ne cherche même pas à nous donner un orgasme avec la fellation. Elle le déguste. C'est une glace. C'est un plaisir. Et en même temps, dans ce plaisir, elle nous honore. Et c'est tout ça qui devient une connexion incroyable. Et après, il peut y avoir, pas obligatoirement, mais il peut y avoir aussi pénétration, mais pénétration, les yeux dans les yeux, lentement, comme un acte religieux presque, spirituel, alors religieux, comme un acte spirituel, comme un acte où l'homme et la femme s'unissent depuis que l'humanité existe, et au service quelque part de la vie. Puisque de temps en temps, il y a des bébés. Heureusement, pas à chaque fois, mais de temps en temps, il y a des bébés. Et donc, c'est un acte sacré de la communion, de l'union du masculin et du féminin qui se fait à ce moment-là. Et comment ça se fait lentement, et en se regardant, la femme est comme ça à regarder l'homme. L'homme, tu la regardes avec amour, mais parce qu'il y a de l'amour, parce que c'est de l'amour, ça vient toucher le cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a un grand plaisir. Tout à l'heure, je parlais d'orgasme extatique, mais le cœur va être pris. Donc tout va monter, et comme c'est lent, l'énergie, comme c'est lent, il y a moins de chances qu'il y ait des éjaculations précoces, il y a moins de chances que ça aille très vite, et on profite, on dure, et on s'unit. Et c'est juste tellement incroyable, tellement fou, tellement merveilleux. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait 36 000 positions. Il peut y avoir 36 000 positions, mais même une position de missionnaire devient la plus merveilleuse des positions dans ces cas-là. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le Kama Sutra pour que ce soit merveilleux. Et ça n'empêche pas non plus les changements, hein, attention.
C'est une autre. C'est à ce moment-là, rencontrer le divin, rencontrer l'éternel féminin, rencontrer le Dieu en nous-mêmes, rencontrer tous les hommes de la terre qui est... Moi, je me souviens, surtout au début, il y avait ces visions-là, j'avais l'impression d'être la facette masculine du divin et ma partenaire était la facette féminine du divin. Comme, tu sais, comme les deux faces d'une même pièce, mais qu'on n'était plus que un. Voilà, on n'est plus que un. C'est indescriptible. Il n'y a pas beaucoup de fantasmes associés. On peut dire, ah ouais, c'est quand même, j'ai envie de connaître ça parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui en parle. Mais ce n'est pas un fantasme. Ça ne peut pas être tellement mis en scène. C'est... Ouais. Mais par contre, si vous avez l'occasion de vivre ça, dans cet état d'esprit, dans cette connexion, dans ce salut, dans ce sacré, d'aller à la rencontre du temple sacré de l'autre, vous allez voir que c'est... Il y a avant-après, quoi. C'est quoi le premier chemin d'accès à ça? Bon, pour moi, le truc facile, c'est les tâches. Je vais prêcher pour ma paroisse, c'est les stages de tantra. C'est le truc facile. Bon, j'ai écrit un livre là-dessus sur la menthe tantrique pour essayer de faire comprendre les choses. Après, pour le goûter, c'est les pratiques. Voilà, c'est les pratiques. Et c'est vrai que les stages de tantra, c'est des pratiques faciles. Hein, enfin, pas faciles, mais c'est un bon moyen pour démarrer. Et donc, pour aller se rencontrer, donc là je parle de sexualité sacrée, mais pour aller se rencontrer aussi dans tout ce chemin-là. Parce que dans ce chemin-là, dans ce connexion à la femme, il y a une connexion à nous-mêmes. Et on va rencontrer notre puissance, nos peurs. Il y a peur de la femme. Un temps, les mecs, de temps en temps, il y a peur de la femme. Quand la nana est trop belle, quand elle est trop ceci, quand elle est trop grande, trop incroyable. Elle vient d'où cette peur? Il y a plein de peurs. Il y a deux grandes peurs. Ouais. Il y a la peur de l'engloutissement par la mère. Donc c'est la peur d'être englouti, de disparaître. Et l'autre peur, c'est la peur par rapport à la déesse. Elle est tellement merveilleuse que jamais je n'arriverai à la satisfaire, jamais je ne serai à la hauteur, jamais je n'y arriverai. Donc ça c'est... Donc tu as les deux peurs. Donc tu as des femmes qui vont plutôt... Puis tu as des hommes aussi, hein, ça dépend des hommes. Mais il y a des femmes plus massives, plus puissantes. Les mecs disent, ah, je vais être un tout petit machin, je vais jamais y arriver, quoi. Je vais être englouti dans cette femme. Et puis, dans les désirs du féminin, dans les femmes qui sont très orgasmiques, très sexuelles, tu te dis, putain, je vais pas assurer, moi, comme ça. Jamais j'arriverai à la dompter, j'arriverai à la prendre. Parce que quand une femme entre dans sa femme sauvage, tu peux plus prendre une femme comme ça. La notion, je vais la prendre, ou on dit l'homme prend la femme, il peut essayer. Il y a un moment, alors quand tout se passe bien, hein, j'ai bien dit, et qu'elle est évidemment dans son désir, et qu'elle devient en femme sauvage, elle attend une puissance incroyable de l'homme. Et elle la stimule, hein, elle la stimule. Là, elle peut y aller, quoi. Donc, il faut bien avoir des bonnes techniques pour ne pas éjaculer trop vite, parce qu'elle en demande à ce moment-là. Et elle en demande parce qu'elle est devenue une panthère, une lionne, une puissance incroyable, une femme sauvage. Et alors qu'elle c'était une petite femme toute douce au début qui disait, moi je voudrais bien que ce soit très doux. Moi je voudrais que ce soit très doux. Ouais. Et c'est vrai. Au début, elle a envie que ce soit très doux. Et puis il y a un moment où quelque chose se passe en elle. Et là, elle attend une puissance du taureau. Parfois, hein, pas toutes. Attention. Si les femmes, elle va dire que toutes les femmes, elles veulent. Ouais, mais très souvent, il y a cette demande à ce moment-là, quand elles rentrent dans leur puissance féminine. Et quand elles rentrent dans leur puissance féminine, elles demandent une puissance masculine. Et là, c'est énorme. Et le mec peut avoir peur de ça. Là, il faut tenir. Il ne faut pas avoir peur. C'est le rôle du chevalier, là. C'est le rôle de guerrier de lumière, tu vois. C'est-à-dire lumineux, c'est-à-dire en écoute avec sa partenaire, mais en même temps, voilà, faut tenir. C'est comme un cavalier qui a un cheval qui est
comme ça, il faut tenir, quoi. Mais tenir pas pour maîtriser, pas pour dominer, mais tenir à l'intérieur pour, au contraire, qu'elle puisse s'appuyer sur la puissance masculine et pour partir encore plus loin, encore plus haut, et ensuite emmener l'homme dans une histoire que personne ne connaît, que même elle ne sait même pas comment on fait. Attention, les femmes, quand elles entrent dans cet espace-là de femmes sauvages, de grandes prêtresses de la sexualité, grandes prêtresses tantriques, elles ont une façon d'être qu'elles n'ont jamais apprise, qui vient du fond des âges. C'est des mémoires très anciennes. Et souvent, la femme, après, quand elle a vécu ça, elle dit, mais j'ai jamais fait ça, moi, avant. Et c'est vrai, elle n'a jamais été comme ça avant. Enfin, il y en a qui disent, oui, mais quand elle te dit ça la première fois, quand une femme dit ça à un homme la première fois, c'est que c'est vrai. C'est juste venu d'elle-même, naturellement. La femme sait déjà à l'intérieur d'elle, quand elle est avec un compagnon qu'elle aime, qui a cette puissance, cette délicatesse initiale et en même temps cette puissance qui va lui permettre d'aller contacter en sécurité cette puissance de femme sauvage, de femme déesse. Et justement, ces peurs-là que Ouais. peuvent éprouver un homme, et d'ailleurs, pour parler à beaucoup d'hommes sur le sujet, enfin, vraiment, on les ressent à plein de niveaux. Comment est-ce qu'on les affronte? Enfin, ou en tout cas, comment peut-être on les accepte et comment est-ce qu'on les transcende, ces peurs-là? La peur, c'est que la femme, elle est plus que nous. Soit plus maternelle, on va s'engloutir, soit elle est une telle déesse qu'on n'arrivera jamais à la satisfaire. Voilà. Et comment arriver à ça? Il y a une seule solution, c'est notre virilité. Et là, je vais arriver là parce que c'est tout le chemin du masculin. Et c'est d'autant plus le chemin du masculin qu'on le trouve dans toutes les histoires d'heroic fantasy, de chevalier, de tout ça. C'est toujours un peu la même histoire. C'est l'homme, enfin le chevalier, le héros, tu vois, il va devoir combattre avec son épée. Une épée, c'est quoi? C'est son sexe. Et c'est sa virilité. Et c'est sa virilité. Et que le chemin de l'homme, c'est d'accepter sa virilité tout en restant connecté, tout en restant dans la douceur, dans l'écoute de l'autre. Et c'est les deux composantes très difficiles à mettre ensemble pour un homme. D'un côté la puissance et de l'autre côté l'ouverture du cœur. Donc tu as les anciens styles de mecs très machos, ils ont la puissance, tu vois John Wayne, enfin, tu vois les help man, yeah you got it, aha. Et puis les femmes c'est yeah women, I don't care. Tu vois, c'est le côté j'ai rien à foutre des femmes, je suis un gros mec. Voilà, ça c'est une tendance, donc beaucoup de masculin de virilité, mais aucune ouverture de cœur. Et puis l'inverse, le risque, c'est ce qu'on commence à voir pas mal chez pas mal d'hommes, c'est excuse-moi chérie, j'ai un petit peu peur et tout. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille au cinéma si ça t'embête pas qu'on aille peut-être au restaurant aussi, s'il te plaît? C'est-à-dire des hommes qui ont peur de tout et ils n'osent pas s'affirmer. Ils ont peur de leur propre virilité. Or, le rapport à la femme, pour traverser la peur, c'est prendre son courage à deux mains. Et son courage, on prend son glaive. Son glaive, c'est son sexe. C'est là, c'est à cet endroit-là que le garçon, je dirais, parce que ça commence dans l'adolescence, tout ça, c'est d'accueillir sa propre puissance. En ce moment, on est dans une période de notre société où tout ce qui est masculin est mal vu. Tu vois, tout ce qui est masculin, c'est bizarre, les mecs. Puis il y a toute l'histoire, il y a MeToo, il y a des tas de trucs. Donc tous les mecs qui étaient déjà gentils, ils disent oh, ils se renferment encore un peu plus. Ils disent, oh là, on parle du consentement. Alors là, même je demanderais même pas que j'oserais même pas de commencer à commencer, quoi. C'est-à-dire que ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de devenir le macho ancien style, violent. Ils ont peur d'être violent, violeur.
il y a une grande, grande peur du masculin que s'il lâche les chevaux à l'intérieur de lui, il va se comporter d'une manière qu'il ne trouve pas juste. Et il a bien raison sur la manière pas juste. Être violent en violeur, c'est vraiment pas juste. Il y a en aucun cas, on ne peut accepter ce comportement-là. Mais on a besoin de la puissance. Et la puissance de l'homme, c'est bon. Or, l'homme confond puissance et violence. C'est deux choses différentes. Alors, je te donne mon exemple que j'adore, de deux choses différentes. Enfin, de la même chose, mais dans un cas, c'est de la puissance, dans un cas, c'est violent. Pendant des années, j'étais dans une maison où il y avait une cheminée ici, mais il y avait une cheminée où je l'utilisais très souvent, et je fendais le bois. Or, fendre le bois, c'est un geste. On prend une hache, ça s'appelle un merlin, mais on va dire une hache, tu fais ça, là. Et puis, quand tu le réussis bien, pour bien réussir, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de force, mais un seul moment et pas d'hésitation. C'est pas « oh putain, j'essaye, ah merde, ça tombe ». Non, c'est là. Tu envoies. Mais c'est exactement un geste de samouraï. C'est un geste de viking. Sauf que quand c'est un billot de bois, tu mets de la puissance, tu mets de l'énergie. Ça sert à quoi? Le bois, il est fendu, il va dans la cheminée, il chauffe la maison. Donc c'est au service de la maison. Maintenant, si c'est le crâne de quelqu'un, tu fais la même chose, c'est le même geste. Les Vikings, tu sais, dans les séries, etc., ils font exactement le même geste. Mais là, évidemment, c'est violent. Donc, on peut avoir le même geste, on peut avoir le même comportement, mais au service de quoi on le fait. Et notre puissance, on peut la mettre au service de la violence. Et là, évidemment, la guerre, le machin, la violence. Voilà, je ne vais pas soutenir en tout cas ce courant-là, mais cette puissance, on peut la mettre au service de la vie, au service de ce qui se passe entre l'homme et la femme. Il faut aller la trouver, cette puissance. Si on n'ose pas, eh ben on se castre nous-mêmes. C'est comme si on avait cassé notre épée. Et je reprends un exemple, vraiment, je ne sais pas si tu as regardé, je pense que tu as dû voir Le Seigneur des Anneaux quand tu étais gamin, d'accord? Très grand classique. Je pense que ça fait partie de nos trucs. Aragorn, celui qui va devenir roi, à un moment donné, il n'ose pas devenir roi. Pourquoi? Son épée est cassée. Et son épée cassée, ça veut dire que sa virilité n'est pas complètement... Il ne l'assume pas, il n'ose pas. On voit bien, il n'ose pas, il dit toujours non, 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 je ne vais pas y aller, je n'ai pas envie et tout. Et qui est-ce qui l'aide à forger son épée? C'est Arwen. C'est Arwen l'elfe, qui veut dire en fait le féminin de l'homme, enfin bon, qui est aussi une femme, mais qui est aussi sa part féminine. C'est-à-dire que c'est quand il assume totalement à la fois son courage, sa puissance, et en même temps sa part féminine, c'est-à-dire le fait que, comme tous les héros, il fera preuve de mansuétude, il tuera jamais quelqu'un qui est quelqu'un qui est pas armé, qui n'est pas dans une situation. Il se battra jamais contre un inférieur à lui. Tu sais, c'est les règles de base de tous les héros. Mais ça, c'est l'homme. Lui, on peut prendre, c'est des valeurs magnifiques pour un homme, de prendre ces valeurs-là, c'est dire, je mets ma puissance au service de la vie. Et après, le service de la vie, ça peut être l'écologie, ça peut être faire une expédition au pôle Nord. Voilà, je fais au service de la vie et au service de cette relation avec cette femme, au service de ce que je vis avec ma compagne et au service de ce qui est en train de se faire. Donc, il va falloir un peu gonfler, si j'ose dire, notre énergie d'homme. Il ne s'agit pas de s'auto-castrer et de croire qu'on est juste rien du tout. Nous avons le droit absolu d'être des hommes. C'est un truc, je ne sais pas si vous entendez là, les hommes. Vous avez le droit d'être des hommes. Vous avez le droit d'avoir un pénis. Vous avez le droit d'avoir des érections. Vous avez le droit de désirer la femme. C'est un droit, mais waouh! Là, vous n'avez pas le droit. C'est de violenter une femme. C'est autre chose. On a le droit de désirer. On a le droit d'être là devant la femme et dire « Putain, je te désire ». Ça ne veut pas dire qu'elle doit obtempérer. Surtout pas. Moi, je dis à la femme, je dis la même chose à la femme. Vous avez le droit d'être une femme et vous avez le droit de dire non. Et c'est le premier des droits de la femme.
c'est de dire non. Et c'est fondamental. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas dire non. Donc, il s'agit d'écouter, de ne pas aller outre, de bien entendre, mais quand même d'assumer son désir. Donc, de pouvoir lui dire « je te désire ». Peut-être pas lui dire « je te désire », surtout comme si on vient de l'avoir il y a 5 minutes. Là, ça aura un petit peu de mal à ce que ça aille plus loin. Plutôt sa faiblesse. Ouais, tu dis la femme, au bout de 5 minutes, tu dis j'ai envie de coucher avec toi, non, ça ne marchera pas. Mais c'est de lui faire sentir qu'elle vous intéresse et que si ça se passe bien, il y a du répondant, il y aura de la puissance. Et que l'homme n'aura pas peur, que l'homme, vous, enfin nous n'aurons pas peur de cette femme. Donc en fait, c'est oser notre puissance. Et comment traverser cette peur? Traverser cette peur, c'est oser être un homme, oser sa puissance. Et là, tu vas me dire comment on fait? Bah, il y a des trucs, il y a des stages. Nous, on fait, chez nous, il y a un mec qui fait ça, des stages de tantra homme. Et lui, il appelle ça des burnes et du cœur. Tu vois, c'est relier nos testicules, nos burnes. C'est un mot qu'on n'emploie plus tellement, c'est des mots assez vieux jeu. Nos burnes à notre cœur. C'est vraiment ça, la puissance et le cœur, l'ouverture à l'autre. C'est juste ça. C'est ça être un homme, c'est relier ces deux trucs-là. Et à ce moment-là, tu es un homme campé dans droit, bien solide, campé dans ses bottes, si j'ose dire, et qui est en même temps ouvert. Et c'est OK. Et qui va pas vouloir plus de la femme que ce qu'elle a envie de donner. Et en même temps de lui dire, j'ai envie, mais j'accueille totalement ton non. Il y a des hommes, tu sais, qui disent ah ben maintenant tu m'as excité, maintenant il faut que tu donnes. Il y a pas mal d'hommes hein, qui sont comme ça, pas mal de mecs, je le sais, parce que j'ai des retours des femmes hein, qui entendent ça. Ben non, non, t'es excité, c'est bien. Au pire, tu te fais une branlette. Hein, mais non, il n'y a aucun moment, l'autre ne doit satisfaire mes désirs. Par contre, je te désire. Et si toi, tu as envie, waouh, on peut danser ensemble. On peut faire l'amour, on peut monter dans les étoiles. Mais si tu as envie, toi aussi, et que tu es complètement aligné avec cette envie, tu n'as pas bu 3 bouteilles d'alcool, maintenant tu es complètement bourré et tu me dis un oui qui n'est pas un oui. Non, tu vois, c'est pas ça. Hein. Mais toi, tu as envie, il y a une attraction, on a envie tous les deux, bien sûr, bien sûr. Et toute la difficulté de l'homme au départ, c'est d'oser. D'oser s'affirmer, d'oser être droit, d'oser d'oser sa virilité. Tu sais, c'est des mots, ça fait employer le mot virilité, maintenant après l'impression que c'est un gros mot. Mais non, c'est beau la virilité. Vir, c'est la racine même, vir, de l'homme. En latin, c'est ça, l'homme, le masculin. Magnifique, mais au service de quelque chose de la vie. Aujourd'hui, dans notre société, moi j'entends de plus en plus que un des traits de caractère de l'homme macho, machin, c'est le fait qu'il soit... c'est le syndrome du relou, quoi. Il n'arrive pas à voir les signaux faibles de la femme. Mais du coup, on arrive aussi dans quelque chose où j'ai l'impression que beaucoup d'hommes se sentent bloqués parce qu'ils doivent toujours avoir un consentement de plus en plus explicite de la femme. Or, j'ai l'impression que c'est pas ça, quoi, ce qui doit se jouer entre nous. Le consentement explicite, dans les stages de tantra, le consentement c'est la base. Hein, qu'on soit bien, le consentement explicite, rien n'est fait à l'encontre de l'autre. Mais au départ, moi, ce que je vois dans les femmes, c'est qu'elles ne savent pas dire non. Beaucoup de femmes ne savent pas dire non. Donc même si c'est un consentement explicite, d'abord, le consentement explicite fait peur, aussi bien pour l'homme que pour la femme, s'il n'arrive pas au bon moment. C'est-à-dire si la demande est faite à froid, si j'ose dire, si je dis à froid à la femme, comme ça, est-ce que je peux toucher les seins? Elle dira non, au mieux. Mais elle ne dira même pas non, elle dira. Ce mec, il est relou. Le fait même de poser la question est relou.
Donc, moi, mon truc, c'est que l'homme, dans notre société, si on veut vraiment s'unir, il doit entendre les signaux faibles, parce que malheureusement, les femmes envoient des signaux qui paraissent pour elles. Ce n'est pas des signaux faibles pour une femme, hein. C'est des signaux extrêmement forts, parce que toutes les autres femmes l'ont repéré. Donc pour elles, ce n'est pas un signal faible. Elles ont bien vu. Elle dit, mais cette nana-là, putain, qu'est-ce qu'elle en veut pour ce mec? Et le mec, il n'est même pas au courant. Il n'a pas vu. Parce que ce n'est pas assez explicite pour lui. Donc la femme envoie ces signaux faibles. Et il s'agit que dans la demande, pour moi en tout cas dans cette demande, elle doit être faite au bon moment, quand c'est juste. Et en fait, ça n'empêche pas une écoute profonde de l'état dans lequel est la femme. En gros, l'homme même macho, ce qui est important, c'est qu'il ait aussi du féminin à l'intérieur de lui, son cœur, qui va lui permettre d'écouter la femme, là où elle en est. Est-ce que c'est OK ou pas? Donc il y a un côté de lui qui dit « je te veux » et un côté qui est « t'en es où ?» Et ça, il y a un niveau très implicite qui se fait là. Et on ne serait pas arrivé à tout ce problème de consentement explicite si les hommes avaient plus d'écoute de l'implicite de la femme. Et si tu veux, quand l'homme dit quand c'est un non, c'est un peut-être, et quand c'est un peut-être, c'est un oui, et qu'ils reviennent, et qu'ils deviennent lourds de ce fait-là, c'est insupportable. On serait une femme, ça serait mais insupportable. Énergétiquement, tu as une personne qui revient. Putain. Puis il dit, c'est comme les mecs qui veulent te vendre un truc, puis ils sont rentrés le pied dans la porte, tu lui dis, mais non, merci, ça va. Donc au début, tu es poli. Tu vois, la personne arrive, on lui dit, non merci, je ne suis pas intéressé. Et puis, oui, mais quand même, j'ai un truc à vous, et puis peut-être que vous seriez intéressé par... Non, je ne suis vraiment pas intéressé. Puis à un moment donné, tu dis, merde, j'en ai marre. Donc, si on n'a pas entendu les premiers signaux, c'est ça qu'on va se payer. Et elle envoie plein de signaux d'envie. Et surtout que ce qui est assez étonnant, c'est les femmes qui font pratiquement tout le boulot. Il n'y a pas à faire grand-chose. Je le vois en stage. Dès que les hommes arrivent, je vois déjà où ils en sont. Et les femmes arrivent, je vois à peu près. À force, si tu veux, j'ai une expérience. Je dis exactement ce qui va se passer. Évidemment, il y en a certains il y a des hommes qui sont... ils sont autour. Mais pourquoi? Alors bon, tu as les critères physiques. Toi, tu en fais partie. Tu es grand, c'est déjà bien. On peut cocher grand. Voilà. Ensuite, bien foutu. OK, donc tu coches. Et ensuite, alors tu peux avoir des trucs de statut, mais dans les stages, on ne sait pas qui est qui. Quelqu'un rentre dans une pièce et on est tous habillés avec des tenues qui ne sont pas des tenues où on se montre en avant, où on met en avant le fait qu'on est habillé avec un truc de marque. Donc on est habillé un peu n'importe comment. Et puis tu as des mecs qui n'ont pas du tout ces deux premiers critères, mais simplement, tu les vois, ils sont bien dans leur basket. Ils sont là, ils sont heureux de vivre, ils sont dans l'accueil. Ils savent avoir un peu d'humour. Ils sont ni en tu me fais peur, ni en comme ça. Tu savais que c'est... Et quand ils dansent, on fait plein de danses, quand ils dansent, ils sont juste là, tu vois, ils sont dans leur puissance. Ils prennent la femme, ils sont là, ils l'accompagnent. Tu as vu les danseurs de tango ou les danseurs... ouais, les danseurs de certains films de salsa, de trucs comme ça. Enfin, les mecs, ils sont là, ils sont présents. Ils ne sont pas sur la femme. Ils ne cherchent pas à la ploter. Gna, 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 gna. Quand tu fais ça, déjà, c'est insupportable pour une femme. Insupportable. Elle a besoin d'un mec qui tient, qui est là, qui a l'énergie. C'est ce que me dit ma compagne. Elle dit, c'est qu'il a l'énergie de pouvoir nous plaquer contre le mur. Tu sais comment on a filmé. Là, il la plaque sur le mur. Mais il ne le fait pas. Mais il a l'énergie de pouvoir le faire. Et ça, c'est hyper excitant. Il pourrait le faire et en même temps, elle se sent à un autre endroit en sécurité.
cette énergie-là, c'est... Parce que le fait qu'il puisse plaquer contre le mur, elle se dit, waouh, il va me faire des choses. Tout ça, je dis, hein, c'est des mots, parce que ça se passe. C'est pas conscient tout ça. C'est des énergies, comme on dit dans notre truc, c'est des énergies. Ça veut dire que c'est pas conscient, c'est des formes. Mais en même temps, il est complètement là lui-même. C'est-à-dire que elle sait elle sent que l'homme maîtrise. Un mec qui maîtrise, wow, ça va. Donc quand il va danser, il va pas être maladroit. Quand il va être avec la femme, il va être juste. Il va avoir un petit peu l'air, le regard comme ça. Puis hop, il va se retirer. Et puis il va la teaser, tu sais, le teasing là. Il va lui dire, il va aller la rechercher avec j'ose. Tu vois, j'ose te désirer. Le j'ose te désirer, c'est un regard. Hein. C'est juste un regard, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est tu vois, c'est ce petit regard qui... tu vois, tu me plais là. Il y a quelque chose... Et la femme, elle dit, oh, il est là. Il ose. Il n'y a rien qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui sauter dessus, mais faire sentir cette puissance que là, tu me plais. Et que moi, j'assure. Moi, je suis un mec. Là, c'est... Parce que elle va pouvoir entrer avec un mec, elle va pouvoir entrer dans son féminin. Et son féminin, c'est un truc qui épouse, qui s'abandonne. Pour moi, le masculin, c'est une forme, tu vois, c'est un peu l'arbre. Et le féminin, c'est un peu la liane qui enroule, qui va se mettre autour. Et elle va, à ce moment-là, entourer. Mais c'est les femmes qui draguent le mec, enfin qui font le chemin, qui font le... Alors que la femme ne dira jamais qu'elle le fait, attention, hein, aucune femme ne dit qu'elle drague, ni aucune... Enfin, si, il y a quelques-unes, mais très rares. Aucune n'assume le fait qu'elle envoie tous les signaux pour que le mec vienne. Donc le mec vient, et en même temps, c'est elle qui va venir, qui va épouser le corps, qui va épouser son corps sur le corps de l'homme. La plupart des hommes qui savent y faire, c'est pratiquement la femme qui touche l'homme en premier. C'est pas l'homme qui la prend, surtout pas comme ça, tu vois. Éventuellement, tu sais, il va faire comme disent les séducteurs, un kino, là. Ils vont comme ça la toucher sur le côté, légèrement, pour exprimer son intérêt. En fait, j'exprime mon intérêt et j'écoute quel est l'intérêt de la femme. Donc on n'est pas dans le consentement, on est dans le jeu. Et puis après, il y a un consentement qui est plus au niveau, pour moi, au niveau physique, si tu veux. Oui, c'est bien de... Mais en fait, si l'homme a bien écouté, la femme aura dit avant oui ou non. Et le truc, c'est ah, bah, ça marche pas, bah ouais, ça marche pas. Et le problème, c'est quand la femme, quand elle veut pas d'un homme, elle le dit pas non plus. Elle l'exprime pas, elle est froide. Donc quand une femme est froide, vous dites pas c'est bizarre, faut que j'en fasse plus pour qu'elle devienne chaude. Non, c'est qu'elle est froide là. Peut-être en faire plus, mais pas en la touchant. Ça ne fera rien, elle, ça la fera. C'est plus en étant soi-même pour être plus avec cette femme. Voilà. Quand tu parles de tout ça, moi j'ai plein d'images de danse, tout ça qui me viennent en tête. Et il y a notamment, ça m'a fait une vraie réalisation de voir que je pouvais toucher des objets ou des personnes de cette façon-là. J'attrape, ou je pouvais les toucher de cette façon-là. Je découvre, je titille. Et alors, il y a des fois, c'est bien ce côté-là, mais c'est parfois moins agréable. Mais tu as tout à fait raison. La main, elle peut être yang, elle prend, ou yin. Et ce que dit ma compagne, parce qu'elle initie des hommes à leur propre puissance dans le massage, dans un tas de choses, et elle initie les hommes. Et évidemment, c'est un passage à l'acte, juste voilà, du coaching, quoi, si tu veux. Du coaching avec un petit peu de gestes, des choses comme ça. Et ce qu'elle dit, un truc, et qui est juste, c'est la main, quand elle est comme ça, elle aura tendance à prendre. Cette main-là, c'est pas très agréable au début. Ça peut être agréable quand elle devient femme sauvage, ça c'est autre chose. Mais au début, c'est pas agréable. Par contre, la main,
la laisser ouverte. Et elle dit presque, euh, dans un angle de l'autre côté. Tu vois, c'est cette idée que la main est vraiment ouverte. Et quand une main est ouverte, c'est pas la main. La main n'est plus que je touche, je ressens. Alors moi, je vais le dire autrement. C'est quand notre main, elle touche, non pas pour prendre, mais quand touche pour percevoir. Et donc, c'est exactement ce que tu fais quand tu dis, quand je touche un objet comme ça. Parce que tu cherches à ressentir ce qu'il y a. Mais tu peux le faire aussi de l'autre côté. L'idée, c'est que tes doigts soient dans la réception, l'écoute du corps. Et moi, je touche une femme, je la touche, mais ultra les premières fois, enfin, même ma compagne, hein, quand je viens à la rencontre d'elle, je la touche extrêmement délicatement, tout en étant complètement dans mes testicules. Hein. Vraiment, là, il y a de la puissance, mais il y a de la délicatesse. C'est le mélange des deux. Et donc, je la touche juste doucement. Et mes doigts, et à des endroits, par exemple, les côtés, le dos, bon, on se connaît, hein, c'est pas la première fois, tu vois, c'est ma compagne. Mais à des endroits qui ne sont pas impliquants. On ne va pas faire pouf sur les seins, tu vois. C'est pas évident, mais bon, c'est bien de le dire de temps en temps. Et à ce moment-là, quand je la tiens comme ça, en fait, je pose ma main, c'est elle qui vient contre ma main. Et vous allez voir que si vous essayez ça, les mecs, c'est quand vous faites pas grand-chose, que vous êtes très présent, c'est la femme qui vient se glisser contre vous. Elle en a envie. C'est son truc de femme, on dit de Shakti, de femme qui a juste dans sa sensualité, elle a envie de ça. Elle a envie d'être touchée, mais pas n'importe comment. C'est ça le problème, c'est qu'elle a très envie d'être touchée. Les femmes sont très sensibles au toucher. Elles ne désirent qu'une chose, c'est d'être bien touchées. Mais bien touchées, pas touchées n'importe comment. Et le n'importe comment, c'est dès que l'homme veut prendre, fait comme ça, gna, 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 bleh. Pour une femme, c'est... Alors que si l'homme vient juste en contact, en présence, et là, elle en veut plus, et hop, ça va être sa main, ça va être elle-même qui va venir en créer le contact, créer la relation. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus qu'à suivre le tempo de la femme. Ça, pour moi, c'est en termes, à la fois dans le couple, mais en termes de séduction, pour moi, en tout cas, c'est ma vision technique tantrique, en tout cas, de contact et de rapport à la femme, et qui fait que, voilà, elle va fondre. Parce que c'est bon. C'est bon pour elle. C'est bon de sentir un homme qui ne lui met aucune pression, mais qui en même temps est là, et qui sent qu'il a posé sa main, et il pourrait l'enlever. Et à ce moment-là, elle a juste qu'une envie, c'est de se coller dessus, quoi. Voilà un peu le truc. Et les danses, malheureusement, c'est dommage, c'est les danses de salon qui savent faire ça, qui expliquent tout, c'est une technique de danse de salon, les salsa, bachata, kizomba, rock, tango, toutes ces danses-là amènent à comprendre la relation homme-femme. Et ça marche c'est un très très bon endroit de trouver même ça. Pour un mec qui a du mal, j'ai fait ça quand j'étais jeune, j'avais appris le rock pour ça. Pour draguer un peu, voilà. Et c'est vachement bien parce que on a un rôle, puis il faut le tenir, puis c'est pas évident, mais on sait ce qu'on doit faire. Il y a une technique, il y a une méthode. Puis il y a un moment donné, il n'y a plus de technique, il n'y a plus de méthode, parce que voilà, à partir d'un certain niveau, ce qui est important, c'est le ressenti, la connexion, ce qu'il fait avec la partenaire, un peu d'humour, ne pas enfermer la femme, ne pas être je te veux comme ça. Il y a beaucoup d'hommes, je les vois, ils sont obnubilés par la femme. Bah, évidemment, la femme, c'est quoi ce mec? Ça ne marchera jamais, tu vois. Il n'y a pas ça. L'humour, c'est très, très. C'est pas l'humour au sens faire de l'humour et faire des blagues, pas du tout. C'est prendre les choses avec légèreté. Savoir mettre un peu d'humour dans les choses quotidiennes de la vie. Et ça, c'est waouh. Ça met de la légèreté, ça met du bonheur, ça met de la facilité. Que ce soit facile, que l'homme ne soit pas en train de dire c'est comme si. Et en même temps,
bien posé, bien à l'aise. Tiens, voilà un peu mes conseils, en tout cas pour les hommes, avec une vision tantrique du rapport à la femme. Donc ça, en fait, c'est être dans sa puissance en tant qu'homme, mais aussi dans sa vulnérabilité, sentir, Absolument, puissance et comme tu le dis, vulnérabilité. Ouais. avec une femme. Ouais. Écoute, vulnérabilité, mais surtout écoute de la femme. Vraiment dans l'écoute profonde, le ressenti de ce qu'elle est en train de vivre. Mhm. L'empathie, tu vois. Ah, ce serait plus ça, l'empathie. Ouais. Ouais, j'ai peur vulnérabilité, parce que c'est souvent mal compris pour un homme. Ah, je suis dans ma vulnérabilité. C'est en fait quand il régresse en petit garçon qui est dans sa vulnérabilité. Non, alors là, c'est surtout pas être un petit garçon. Les femmes ne désirent pas les petits garçons. Euh, non, c'est les femmes, elles veulent un homme. Et euh, voilà, après elles auront peut-être des enfants, elles auront des petits garçons. C'est une autre chose. Elles veulent un homme, elles veulent pas un petit garçon. Donc le mec il dit ah non, excuse-moi, je suis désolé de te dire demander. Je supporte pas quoi. Elles veulent un mec qui sache être là, mais qui en même temps y mette les formes, soit. Alors moi quand j'étais jeune, c'était facile parce que j'avais le modèle ancien et moi j'ai été éduqué par ma mère. Un truc qu'elle aimait beaucoup, c'est la notion de gentleman. Donc j'ai entendu ça quand j'étais gamin, et donc je suis en train de leur dire maintenant, le gentilhomme, j'ai écrit un article là-dessus, devenez des gentilshommes. Et alors que ça n'a pas de sens, tu vois, c'est un mot, c'est désuet comme terme, gentilhomme, ça veut dire quoi? Ça fait noble d'un côté, puis gentil. Et en fait, le gentleman, en anglais, c'est exactement ça, c'est un homme qui est complètement là et qui en même temps est prévenant et attentionné. Ça fait fondre toutes les femmes, hein. Même les féministes, elles fondent. J'avais vu une étude là-dessus, sur certains sujets, qu'en fait, les femmes sont quand même sensibles aux hommes. C'est-à-dire elles vont dire que c'est pas bien, mais elles vont choisir les hommes qui sont quand même plutôt attentionnés vis-à-vis d'elles, qui sont un peu protecteurs. Parce que le mec, il est un peu protecteur. Mais le côté protecteur, quand il est trop protecteur, il est contrôlant. Protecteur et contrôlant, c'est pas pareil. Protecteur, c'est si tu es là, s'il y a un problème, je suis là. Contrôlant, c'est je, je t'impose un truc. Alors, quand on voit par exemple les mères ou les pères avec un bébé, tu vois, quand il s'agit de marcher, eh bien, il s'agit d'être là, parce qu'il va se casser la gueule. Donc on est là, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains autour. Mais on n'empêche pas l'enfant de marcher. Contrôlant, c'est que on le tiendrait pendant qu'il marche. Ben, il n'apprend pas à marcher. Donc si tu veux, il y a une différence entre les deux. Et donc protecteur, on ne va pas faire ça avec une femme hein, quand même, hein, je ne t'ai pas dit ça, hein. Ce serait débile. Mais ça veut dire que si elle sent qu'on va être là s'il y a un coup dur, s'il y a une difficulté, et elles le sentent, hein, euh, voilà, quand elles sont en difficulté, elles ont besoin d'un homme. Si on n'est que protecteur, mais qu'il n'y a pas une relation qui s'est faite de mec vis-à-vis d'elle, bah on va être le bon copain qui rend des services. Donc, bon. Le nice guy. Le nice guy, la friend zone, comme on dit. Bon, ok, ça peut être intéressant à vivre, pourquoi pas, mais il faut savoir qu'on n'en sort jamais. Il n'y a aucune possibilité, c'est foutu. Changer de. On peut rester copain, mais il ne se passera jamais. Vaguement, elle peut être utilisée comme copine dans une soirée où on va essayer de draguer d'autres personnes. Quand on est en friend zone avec une fille, voilà, c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a mis automatiquement. Le nice guy, c'est qu'il met la nana au-dessus de lui. Donc, comme elle est au-dessus et qu'elle sent qu'elle est au-dessus pour lui, elle n'y voit absolument aucun intérêt. Une femme n'a pas d'intérêt pour un homme qui est en dessous d'elle. C'est énergétique, hein. En dessous, ça veut dire quoi? Mais dont elle ressent qu'elle est au-dessus. Et inversement, elle est attirée par un homme qui est un peu au-dessus d'elle. Pas beaucoup, sinon c'est. Mais légèrement au-dessus. Donc là, il y a un petit challenge, il y a un petit défi. Il y a un petit truc. Le mec, s'il est au-dessus, c'est qu'il est au-dessus pour toutes les femmes. Donc il y a un peu d'attirance, il y a un peu tout ça. Tout ça, c'est des mécanismes très inconscients hein, chez les hommes et les femmes. Mais je le vois bien.
les types qui séduisent dans les stages, c'est toujours des hommes, plus ils sont bien campés dans leur puissance, plus ils séduisent. Dès qu'ils passent en petit garçon ou en mec maladroit, le maladroit, jamais, ne soyez jamais maladroit. C'est jamais bien perçu. C'est pas perçu comme de la maladresse. C'est perçu comme un mec pervers. C'est terrible. Un mec qui est un peu comme ça, qui trembloute, parce qu'il a peur. Les filles, c'est un pervers. Dommage, quoi. Tu vois. Parce que c'est pas ça. C'est juste qu'il est maladroit, il a peur. Ça correspond à l'image de l'homme inhibé dans Ouais. ton livre. C'est ça. L'homme inhibé, le geek, le super geek, je connais bien. Non seulement j'en étais un, mais en plus, j'ai enseigné dans l'université avec de l'informatique, avec des trucs, l'intelligence artificielle. J'avais une belle quantité de geeks. Et donc, je voyais bien que c'était eux. De temps en temps, je me branchais sur. Je les regardais sur un autre plan, sur le plan de qu'est-ce qui se passerait pour les femmes pour eux? Parce que ça, je peux assez juger très vite. Bah, il y en a plein, tu dis, oh ouais, ça va pas être facile pour eux tous les soirs, quoi. Ils prennent une pizza, quoi. C'est tout en eux disent qu'ils s'occupent pas d'eux, qu'ils sont pas dans leur puissance, qu'ils ont, voilà, ils sont pas présents à la femme. La femme, elle avait un mec qui est là, quoi, qui est présent. Ouais, et ça, quand on est justement dans sa puissance, ouvert Ouais. aussi à la puissance féminine, ça a quoi comme impact avec d'autres hommes? Parce que là, on a beaucoup parlé C'est ça qui est génial. Alors là, il y a un truc incroyable. Je veux dire, c'est que le chemin vers la femme, c'est aussi le chemin vers soi. C'est aussi l'endroit où le chevalier rencontre le prince charmant. C'est-à-dire, les femmes sont toutes dans les trucs du prince charmant, hein, pratiquement toutes. C'est-à-dire qu'elles cherchent le mec qui leur fera vivre un truc, qui comprend tout d'elle, qui est super, qui sait tout déjà, et voilà. Et elles projettent là-dessus, elles fantasment là-dessus. Évidemment, il n'existe pas. Nous ne sommes pas des princes charmants, il n'y a pas d'homme qui est un prince charmant, nous sommes que des mecs. Je disais ça une époque en disant, en parlant de moi, c'était ma copine, elle dit, elle cherchait un prince charmant, puis elle a rencontré les 7 nains. Et j'étais les 7 nains, à moi tout seul, le hachou, j'ai éternué facilement, prof, un côté prof, tout ça, les simplettes, ah oui, bon, voilà, le timide. Donc, il y avait, puis le grognon, moi j'aime pas les... Bah ça va, t'as de l'humour. Ah, j'adore ça. Oui, parce que tu vois, et même si tu dis ça, attends, moi je suis pas un prince charmant, je suis juste les 7 nains. C'est drôle, donc ça peut aussi, l'humour c'est très important. Mais bon, ça veut dire quelque chose, c'est qu'elle fantasme, on n'est pas ça. Mais notre cheminement vers le chevalier, donc l'homme dans sa puissance et le cœur ouvert, donc le héros de toutes les histoires, de tous les films, pratiquement. De temps en temps, maintenant, on commence à avoir des héros bad guys, vraiment, qui disent ouais, j'en ai rien à foutre. Bon, mais enfin, tous les héros lumineux qu'on est, qui à la fin, ça se finit par un happy end, et puis tu sais, ils se sont rencontrés avec la belle princesse, si j'ose dire. Eh bien, toujours, c'est à la fin, le mec, il est dans sa puissance et le cœur ouvert. C'est-à-dire que l'aventure, la fin de l'aventure pour le mec, donc le cheminement vers soi-même pour un homme, correspond au prince charmant. Et c'est pour ça que les hommes qui se sont rencontrés, qui sont dans leur puissance et le cœur ouvert, mais ils séduisent, pouf, elles tombent comme ça, les femmes. Elles tombent parce que l'homme dégage quelque chose. Alors ensuite, par rapport aux autres hommes, ce qui se passe, c'est que quand l'homme chemine vers cet endroit-là, il devient un leader naturel. Parce qu'il devient, quand il est dans sa puissance, il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les hommes. C'est attractif. Il commence à avoir une direction. On va par là. Il a peut-être une passion, une envie de réaliser quelque chose. C'est hyper attirant, pour les hommes comme pour les femmes. Quelqu'un qui dit, moi je sais ce qu'on va faire, ou j'ai envie de faire ça,
j'ai envie de monter un projet qui fait que telle chose, telle chose. Ça peut être un projet écologique, ça peut être un projet économique, ça peut être monter une entreprise, ça peut être réaliser sa passion, ça peut être devenir un côté artistique, un projet artistique. Mais dès qu'un homme a une direction dans la vie, déjà, il est plus attirant. Un mec qui est comme ça, ouais, j'hésite. Euh, Alors s'il est beau, il va être attiré un moment, tu vois, puis les femmes, bah, elles ne savent plus où elles sont. Alors après, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt l'Orient qui va se mettre en place, et ça va être leur projet à elles. Mais c'est autre chose. Donc quand un homme a une direction dans la vie, et qu'il est ouvert, bah ouais, il va devenir attirant. Et il attire aussi les hommes, parce qu'en fait, il s'est réalisé, il s'accomplit. C'est-à-dire que toi, en faisant ces vidéos, automatiquement, parce que tu réalises ton projet, tu deviens plus attirant. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à accomplir ce que tu as là. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de draguer. Tu n'as pas besoin d'avoir des trucs, si ce n'est d'éviter les grosses bêtises du débutant, quoi. De mettre les pieds dans le plat, quoi, qui va faire que la femme, c'est qui ce mec. Mais tu vas devenir nécessairement attirant par ton accomplissement, par ton énergie en disant j'ai envie de faire ça. Waouh, la femme, elle te regarde. Sauf si tu es complètement coincé, complètement oh, j'ose pas la regarder et tout. Mais si tu es juste là, j'ai envie de ça et tout, tiens, ça t'intéresse? Ah bon, on en discute. Ouais, et puis vous parlez et tout ça, elle va immédiatement faire pout. Il y a quelque chose. Pas toutes, évidemment. Personne ne séduit toutes les femmes, sauf Brad Pitt. Mais bon, ça c'était différent. C'est pas un homme. Non, mais c'est pour dire, bon, il y a quelques personnages qui sont en haut. Mais c'est pas très grave, on s'en fout. Mais c'est extrêmement attirant pour tout le monde. Et là où c'est attirant, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est à cet endroit-là où l'homme apporte quelque chose au monde. C'est-à-dire qu'il est dans son chemin, il sait où il est droit avec lui, il est aligné, il devient un héros, quoi. Alors, tu as des mecs un peu bad boy, ils sont des trucs comme ça. Ils peuvent attirer, pourquoi? Parce que la femme, elle se dit avec ces mecs-là, ah, je vais vivre des trucs incroyables. Il va me faire vivre des choses incroyables en moi. Parce que la femme ne se connaît pas à l'intérieur d'elle. Il faut bien comprendre ça. La femme est mystérieuse pour l'homme, elle est mystérieuse pour elle-même. Et un bad guy, c'est quelqu'un dont elle sent que il va me faire des trucs, je ne sais pas quoi. Après, elles peuvent être déçues parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, le bad guy, c'est vraiment un salopard. Et après, plein de problèmes, plein de problèmes. Mais quand il est dans sa phase séduction, si tu veux, le bad guy, il lui fait dire, moi j'ai des trucs, je vais te faire vivre des choses. Est-ce que tu as envie de vivre des choses? Et la nana dit, ah, c'est quoi ces choses? C'est quoi ces choses? C'est intéressant. Il y a de la découverte, je vais aller me rencontrer moi-même grâce à cet homme. Je vais découvrir des choses en moi que je ne connais pas. Et c'est un univers tellement vaste, le féminin, tellement vaste, la femme, tellement incompréhensible par le mental, même pour elle-même, pour une femme. Comme je le disais tout à l'heure, la femme, quand elle va devenir sauvage, elle va rencontrer des puissances, des énergies en elle-même, des manières de faire qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'a jamais appris. Elle dit, mais ça vient d'où? Je ne sais pas. Donc, elle ne se connaît pas, enfin, elle se connaît un peu, tu vois, comme tout le monde, quand même, hein, elle n'est pas conne, tu vois, c'est pas ça. Mais elle ne se connaît pas dans sa profondeur, au sens où le féminin ne peut pas se connaître. Il peut juste s'expériencer, en vivre l'expérience et le ressentir, mais on ne peut pas le connaître. Ça ne s'écrit pas dans un livre, le féminin. C'est une autre nature. Donc, c'est hyper attirant pour nous, quand ces femmes ont ça, mais elles attendent un mec qui est capable de leur faire vibrer dans ce féminin. Et c'est pour ça qu'elles aiment les bad guys. Mais on n'est pas obligé d'être un bad guy pour être séduisant. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, je suis plutôt un gentil garçon. Toi, tu es plutôt un gentil garçon, à la base. Mais quand on est dans la puissance,
même le gentil garçon devient un tyran. Et c'est autre chose. Là, ça devient le héros solaire. C'est un peu ce personnage-là des chevaliers dont je parlais. C'est pas le bad guy, c'est le héros solaire. Voilà. Donc, ouais, c'est très bien. C'est top. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a cheminé énormément. J'ai l'impression qu'il y a énormément de portes ouvertes. Ouais. Que j'ai encore envie de continuer avec toi, mais Hmm. faut qu'on conclue. Ouais. Avant de te poser ma dernière question, où est-ce que le public peut en découvrir plus sur toi? Tantra-intégral.com. C'est mon site. Ou bien tout simplement taper Jacques Ferber sur Google ou ma chaîne YouTube, Jacques Ferber. Ouais, tu as une Tout super simplement. chaîne YouTube. Hein. Ouais, ouais. On mettra Et des puis il y a des trucs, il y a plein de vidéos avec des petits livrets gratos. Donc je me suis vraiment... Il y a un livret pour les hommes. Il y a un livret pour les hommes, 35 pages des clés, 5 clés pour les hommes, dans lequel je raconte un peu ce que je viens de dire d'une autre manière. Mais vraiment pour aider, c'est vraiment un truc que j'avais jamais écrit encore de cette manière-là. pour Donc, approfondir. ouais, prenez-le, c'est gratos, Ouais. c'est pour vous, quoi. Yes. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir transmettre ça aux hommes. C'est vraiment moi, c'est ma mission de vie, si tu veux. Bah justement, c'était la dernière question. Ah bah voilà. C'est quoi ce que tu as envie de transmettre? Ce que j'ai envie de transmettre, si tu veux, c'est tout ça. Je travaille pour l'union du masculin et du féminin, l'union de l'homme et de la femme. Je sais que c'est ma mission de vie et j'ai encore des choses à apporter dans cette vie-là avant de tirer ma révérence. Des choses à écrire, des choses à transmettre avec des vidéos, maintenant c'est comme ça. C'est pour que la guerre homme-femme cesse. Tu vois, parce qu'il y a une guerre. Il y a de la colère des hommes contre les femmes. Il y a des milieux un peu masculinistes et autres, où il y a une énorme colère contre la femme. Et je les comprends, mais c'est dommage, parce qu'il y a tellement d'amour à donner. Et de l'autre côté, chez les femmes, il y a des milieux aussi plus féministes, évidemment, dans certains milieux féministes, pas dans tous, mais dans certains, où il y a de la colère contre l'homme. C'est con parce que personne ne reconnaît le merveilleux de l'autre, honore la lumière, le divin qui est en l'autre. Cette lumière incroyable, c'est merveilleux d'être un homme, c'est magnifique d'être une femme. Il n'y a pas mieux l'un ou l'autre. Par contre, il y a se reconnaître, arrêter de se faire du mal, arrêter de se manipuler et puis arrêter de se violenter, arrêter de vouloir que l'un domine l'autre ou je ne sais pas quoi. Arrêter des petits enfants, des petites filles et des petits garçons pour être des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes qui prennent leur destin en main, qui savent s'accueillir mutuellement pour s'unir et créer un nouveau monde. Ça, voilà à quoi je travaille. Donc moi, je crée à la création d'un nouveau monde, mais à un endroit très particulier, qui est cet endroit d'union du masculin et du féminin. Et donc de la sexualité de l'homme. Transmuter la sexualité de l'homme. Aider la femme à trouver sa propre essence féminine pour que les deux puissent se rencontrer et dans cette union, mettre un peu plus d'amour dans le monde et créer aussi. Créer des choses nouvelles, créer à partir de l'amour, quoi. Créer à partir de cette union. Ça, ouais, ça c'est mon kiff. C'est magnifique. Et ben merci beaucoup Jacques Ferber Merci. pour cet entretien. Merci à toi. Merci beaucoup.